Au cœur de Dakar, où la poussière des rues se mêlait au parfum de la mer, 5 amis formaient un monde à eux. C'était l'année 1904. Aïssatou était l'âme de leur groupe, ses yeux toujours fixés sur l'horizon, rêvant de mots et d'histoires venues de terres lointaines. Elle voyait le monde non pas tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être, un grand livre attendant d'être lu. Son esprit était inquiet, rempli du désir de comprendre ce qui se trouvait au-delà des rivages familiers du Sénégal. Elle portait ses rêves comme des joyaux précieux, partageant leur éclat avec ses proches, les inspirant à regarder au-delà de l'immédiat et dans l'immensité des possibles. À ses côtés se tenait Moussa, ses mains perpétuellement tachées de fusain. C'était un artiste. Son monde était fait de lignes et de formes, de la capture des expressions fugitives sur les visages. Il rêvait de voir les œuvres des grands maîtres européens, d'apprendre leurs techniques pour mieux peindre l'âme de son propre peuple. Puis, il y avait Fatou, dont la voix était une mélodie. Elle chantait les vieilles chansons de leurs ancêtres, mais son cœur aspirait à de nouveaux sons, aux grands orchestres dont elle n'avait entendu parler que dans les histoires. Elle rêvait d'une scène où sa voix pourrait jeter un pont entre les continents, racontant des histoires d'Afrique dans une langue que le monde entier pourrait comprendre. Le cercle était complété par Ousmane et Bineta. Ousmane était un penseur, un amoureux des chiffres et de la logique. Il voyait des motifs partout, dans le vol des oiseaux et le rythme du marché. Son ambition était d'étudier l'ingénierie, de construire des ponts qui relieraient non seulement les berges des rivières, mais aussi les cultures et les idées. Il croyait que la connaissance était l'outil le plus puissant pour le progrès. Bineta, avec ses doigts agiles et son œil aiguisé pour le design, rêvait de tissus et de mode. Elle voulait apprendre à tisser les styles européens avec les textiles africains, créant quelque chose de nouveau et d'une beauté à couper le souffle, un témoignage de la richesse de son héritage. Ensemble, ils étaient plus que de simples amis, ils étaient un rêve collectif. Ils passaient de longs après-midi à l'ombre d'un baobab, leur voix tissant une tapisserie d'aspiration. Ils ne parlaient pas de ce qu'ils avaient, mais de ce qu'ils deviendraient. Ils partageaient une puissante conviction que leur destin n'était pas confiné à leur lieu de naissance. Le monde était une vaste école, et ils étaient des élèves avides, prêts à se lancer dans la plus grande leçon de leur vie. Leur lien était forgé dans cette soif partagée de connaissances et une promesse mutuelle de s'élever les uns les autres vers les étoiles lointaines. Le port de Dakar était une créature vivante et respirante. C'était une symphonie chaotique de sons et d'odeurs, un lieu où le Sénégal rencontrait le monde. L'air était épais de l'odeur du sel, du poisson et des épices exotiques déchargées des immenses vapeurs. Des hommes au dos puissant criaient en wolof, en français et dans d'autres langues. Leur voix, un bourdonnement constant, alors qu'ils chargeaient et déchargeaient de lourdes caisses d'arachides et de cacao. Le cliquetis du métal contre le métal, le souffle d'une corne de navire et les cris des mouettes planant au-dessus se mêlaient dans un cœur puissant. C'était la porte de l'inconnu, un lieu de mouvement constant, de bonjours et de longs adieux. Pour Aïssatou et ses amis, le port était un théâtre de rêve. Ils se promenaient souvent le long des quais, les yeux grands ouverts d'émerveillement. Ils observaient des marins, venus de terres lointaines, avec une peau différente et des vêtements étranges, parlant des langues qu'ils ne comprenaient pas. Chaque navire qui arrivait était un messager d'un autre monde, apportant avec lui des histoires et des possibilités. Ils imaginaient les villes que ces navires avaient laissées derrière eux. Paris, Londres, Lisbonne. Le port alimentait leur désir de voyager, rendant leurs rêves abstraits tangibles, presque à portée de main. C'était un rappel constant qu'un monde bien plus vaste existait juste au-delà des vagues. L'atmosphère était empreinte d'une énergie palpable, un mélange de travail acharné et d'espoir fervent. Des femmes locales, en boubou vibrant, vendaient des fruits et du poisson grillé, leurs rires ajoutant une touche de chaleur au chaos industriel. Des enfants couraient le long du quai, se défiant de s'approcher des navires géants qui éclipsaient leurs petites silhouettes. Le port représentait à la fois une fin et un commencement. Pour beaucoup, c'était le lieu où leur voyage se terminait, leurs marchandises vendues, leur travail accompli. Mais pour le cercle d'Aïssatou, c'était la ligne de départ d'une course vers l'avenir, un avenir qu'ils étaient déterminés à façonner pour eux-mêmes. Ils voyaient les fonctionnaires coloniaux dans leurs uniformes blancs impeccables, supervisant le commerce avec un air d'autorité. Cette vision suscitait un mélange complexe de sentiments.
C'était un rappel frappant des dynamiques de pouvoir de leur époque, mais cela renforçait aussi leur détermination. Ils ne voulaient pas simplement servir un système, ils voulèrent le comprendre, en apprendre, et finalement utiliser cette connaissance pour construire un meilleur Sénégal. Le port, avec son mélange de culture et son étalage du commerce mondial, devint leur salle de classe, leur enseignant des leçons d'ambition, d'inégalité et du désir humain inébranlable de connexion et de découverte. Un après-midi étouffant, alors que les amis discutèrent de leur avenir près des quais animés, un homme les aborda. C'était un Français, mais il n'avait pas l'air sévère des administrateurs coloniaux. Il s'appelait Monsieur Lambert. C'était un marchand et un voyageur, avec des yeux aimables, qui semblèrent contenir la sagesse de nombreux voyages. Il avait surpris leur conversation passionnée, leur discussion sur l'art, la science et la musique. Il voyait en eux non seulement un idéalisme juvénile, mais une soif authentique de savoir qui l'impressionnait profondément. Il écouta tranquillement un moment, un doux sourire aux lèvres, reconnaissant une étincelle familière dans leurs yeux. Monsieur Lambert se présenta, son français clair et respectueux. Il n'était pas condescendant, il leur parlait d'égal à égal, s'informant de leurs passions individuelles. Il écouta attentivement Moussa décrire son désir de voir des musées, et Fatou parler de salles de concert. Il apprit la fascination d'Ousmane pour l'ingénierie et les rêves de Bineta en matière de design textile. Il comprit que leur ambition n'était pas pour la richesse personnelle, mais pour la croissance personnelle et l'amélioration de leur communauté. Il voyait le potentiel latent en eux, n'attendant qu'une opportunité de s'épanouir sur la scène mondiale. Puis, il fit une proposition qui sembla arrêter l'air même de bouger. Il retournait en Europe et prévoyait un séjour prolongé à Vienne, une ville qu'il décrivait comme le cœur culturel du continent. Vienne, dit-il, est une ville de musique, d'art, de grands penseurs. Il offrit d'être leur mécène, d'organiser leurs voyages et de les aider à trouver des apprentissages et des études dans leur domaine choisi. Il voyait cela comme un investissement, non pas dans une affaire, mais dans l'avenir lui-même. Il croyait que nourrir de tels esprits brillants était le meilleur moyen de construire un pont de compréhension entre l'Europe et l'Afrique. Les amis furent stupéfaits et réduits au silence. L'offre dépassait tout ce qu'ils avaient osé imaginer. C'était un rêve qui prenait des ailes, une fantaisie soudainement rendue réelle. Vienne. Le nom lui-même sonnait comme un poème, un lieu lointain et magique. Ils se regardèrent, leurs visages mêlant incrédulité, excitation et une touche de peur. Cela arrivait-il vraiment ? Pouvaient-ils vraiment tout laisser derrière eux pour poursuivre un avenir qui, jusqu'à ce moment, n'avait été qu'un murmure partagé sous un baobab ? La proposition resta en suspens dans l'air, un point d'interrogation éblouissant, capable de changer des vies. Ce soir-là, Aïssatou s'approcha de son père, le cœur lourd d'espoir et d'anxiété. C'était un homme de tradition, ses racines profondément ancrées dans le sol du Sénégal. Il était assis sur une natte, son visage marqué par les lignes d'une vie vécue avec dignité et une force tranquille. Aïssatou expliqua l'offre de Monsieur Lambert, sa voix tremblante légèrement alors qu'elle parlait de Vienne, d'étudier, de la chance de voir le monde. Elle craignait sa désapprobation, son désir de la garder en sécurité dans les limites familières de leur foyer et de leur culture. Elle se prépara à une leçon sur le devoir et les dangers des terres étrangères. Son père écouta en silence complet, son regard fixé sur son visage. Il ne vit pas une enfant rebelle, mais une jeune femme se tenant au bord de son propre destin. Quand elle eut fini, il ne parla pas pendant longtemps. Le silence s'étira, rempli des sons du soir, les grillons, l'appel lointain à la prière. Finalement, il tendit la main et prit la sienne. « Aïssatou », dit-il, sa voix douce mais ferme. « Le monde est plus grand que notre village. Un oiseau qui ne quitte pas le nid n'apprendra jamais la force de ses propres ailes. Va, va et apprends. » Ces mots furent une libération, une vague de soulagement qui submergea Aïssatou. Il continua. « Apprends tout ce qu'ils peuvent t'enseigner, mais n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas la terre qui t'a donné la vie. » Il lui donna sa bénédiction, non pas avec résignation, mais avec fierté. Ce fut un acte d'immense amour et de confiance, un père laissant partir sa fille afin qu'elle puisse grandir. Il la confiait au monde, priant qu'elle revienne avec des connaissances et une sagesse qui pourrait nourrir son peuple. Aïssatou s'agenouilla et le serra dans ses bras, des larmes de gratitude coulant sur son visage. Alors que le navire se préparait à quitter le port de Dakar, Aïssatou, Moussa, Fatou, Ousmane et Bineta
se tenaient ensemble sur le pont. Ils regardèrent le littoral familier rétrécir jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une ligne entre la mer Bleue et le vaste ciel. Ils portaient les bénédictions de leur père et les prières de leur mère dans leur cœur. Ils quittaient leur foyer, mais ils ne le laissèrent pas derrière eux. Ils firent un pacte, une promesse silencieuse, l'un à l'autre et à leur patrie. Ils apprendraient, ils grandiraient, et un jour, ils reviendraient, portant un vent d'ailleurs pour aider leur monde à changer pour le mieux. Leur voyage venait de commencer.